RFI, Radio France Internationale à 16h, temps universel, 17h à Paris, 18h à Gaza. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 1er décembre et à la une, la reprise des combats à Gaza. Sirènes, bombardements, tirs de roquettes et de nombreux morts. La trêve, l'arrêt momentané des affrontements ne tient plus depuis ce matin. Nous en parlons dès le début de ce journal avec Muriel Paradon. Au sommaire également, la journée mondiale de lutte contre le sida. Une lutte efficace contre la maladie passe par une politique forte, nous dira notre invité de la mi-journée. L'élection présidentielle à Madagascar, avec la victoire du président Andry Rajoelina qui a été validée aujourd'hui. Une victoire qui n'est pas reconnue par les candidats de l'opposition. Le célèbre photographe américain Elliot Erwitt est mort à l'âge de 95 ans. L'humour, le noir et blanc et les chiens pour caractériser son œuvre, nous dira Edmond Sadaka. Et puis enfin du sport et du tennis, Rafael Nadal revient sur les terrains le mois prochain. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Comme un recommencement à Gaza, l'armée israélienne et le Hamas s'affrontent de nouveau depuis ce matin. Aux premières heures du jour, la trêve a donc volé en éclats. Cela faisait 7 jours que les combats s'étaient arrêtés. À cette heure-ci, le ministère de la Santé du Hamas dénombre déjà plus de 100 morts à Gaza. Israël affirme avoir visé plus de 200 cibles terroristes dans la bande de Gaza. Muriel Paradon, bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi cette trêve n'a-t-elle pas pu se poursuivre ? Alors le Hamas et Israël s'accusent chacun d'être à l'origine de l'échec de la prolongation de la trêve. Tir de roquettes contre bombardement, on ne sait pas qui a commencé, mais la trêve a pris fin et n'a pas été prolongée. On a appris aussi que les deux parties ne s'entendaient pas sur les listes d'otages à libérer. Or, selon l'accord, chaque jour de trêve devait permettre de libérer 10 otages supplémentaires et 3 fois plus de prisonniers palestiniens en échange. Durant les 7 jours d'arrêt des combats, 80 otages israéliens, en majorité des femmes et des enfants, et 240 prisonniers palestiniens, également des femmes et des enfants, ont été libérés, ainsi qu'une vingtaine d'étrangers ou de binationaux, en majorité des Thaïlandais travaillant en Israël. Cette trêve a aussi permis d'apporter davantage d'aide humanitaire à Gaza. C'est pour cela que les pays médiateurs dans ce conflit, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, négocient toujours pour un nouvel arrêt des combats. La reprise des hostilités est catastrophique, a dit l'ONU. Un porte-parole de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a affirmé depuis Gaza que l'inaction est par essence un feu vert donné à la tuerie des enfants. Muriel Paradon, alors Gaza situé au sud d'Israël, à l'autre bout d'Israël au nord, un bombardement israélien tue 2 civils dans le sud du Liban, rapportent en ce moment des médias officiels libanais. Venons-en à la guerre en Ukraine et la bataille des mots. L'armée russe dit avancer dans toutes les directions, d'après le ministre russe de la Défense. Nos militaires agissent avec détermination, ils occupent des positions favorables et étendent leur zone de contrôle dans toutes les directions. C'est ce que dit Sergueï Shoïgu, ajoutant que les capacités de combat des Ukrainiens étaient considérablement réduites. La COP28, la conférence sur le climat organisée par l'ONU aujourd'hui, ce sont les chefs d'État qui se succèdent à la tribune. Le président français est venu demander aux pays du G7 de s'engager à mettre fin à l'utilisation du charbon d'ici 7 ans. La poursuite des investissements en faveur du charbon est une vraie absurdité, précise Emmanuel Macron, et donc nous devons engager un virage absolu pour en sortir. Le G7, pour rappel, comprend l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne.
Dans l'océan Indien, à Madagascar, Ange Radzoel confirmé à la tête du pays. La victoire du président sortant a été définitivement validée. C'est une annonce de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar qui, au passage, rejette les recours de l'opposition qui dénonce de nombreuses irrégularités lors du scrutin. 11 des 12 candidats de l'opposition ont déjà indiqué qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats. Cette victoire offre ainsi un second mandat à Ange Radzoel. La cérémonie d'investiture est prévue à la mi-décembre. 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida. Dans le monde, 39 millions de personnes vivent avec le VIH, le virus du sida. Autre chiffre, 1 300 000 personnes ont contracté la maladie l'année dernière, soit un recul des nouvelles infections de 60% par rapport au pic de l'année 1995. Des chiffres en baisse grâce à des dépistages plus nombreux, des traitements de meilleure qualité et puis des nouveaux moyens de protection. Des avancées médicales qui doivent aussi passer par des prises de position politiques. Selon Michel Kazatchkine, il est professeur de médecine et ancien directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida. La lutte contre le sida ne pourra pas progresser à l'avenir dans le monde si elle ne devient pas plus politique, parce que à la fin des fins, ceux qui décident de l'accès au traitement, de l'accès à des modalités de prévention et ceux qui financent la lutte contre le sida, ce sont bien les politiques. La santé est un sujet qui est devenu de plus en plus politique. Nous avons les outils techniques, mais il nous faut les décisions politiques. Et il nous faut les décisions politiques qui influeront sur la société, la culture, pour que la stigmatisation, la discrimination cesse et pour que le droit fondamental à l'accès de chacun à la santé puisse être exercé partout dans le monde. Le professeur de médecine Michel Kazatchkine répondait aux questions d'Alexis Guilleux. En France, à l'Assemblée nationale, pour faire valider, pour faire adopter le budget de la sécurité sociale, le budget qui permet de financer l'assurance maladie, la première ministre vient de déclencher le 49.3, article de loi qui lui permet de faire adopter le texte sans faire voter les députés. C'est le 20e recours au 49.3 d'Elisabeth Borne. Rappelons que depuis les dernières élections législatives en France, le gouvernement n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Venons-en à présent à la disparition d'un géant de la photographie. L'Américain Elliot Erwitt est mort hier à l'âge de 95 ans à New York. C'est une figure de la célèbre agence Magnum qu'il a présidée dans les années 60. Il est considéré comme l'un des photographes majeurs du XXe siècle. Il utilisait l'humour comme aucun autre pour alerter le public sur des sujets souvent sensibles. Son portrait est signé Edmond Sadaka. Elliot Erwitt, c'est une œuvre colossale qui s'étend sur près de 70 ans, car ce photographe né en France de parents russes s'est essayé avec succès à tous les genres, du portrait à la mode en passant par le reportage de guerre, les commandes pour de grandes entreprises ou les photos de personnalités célèbres comme Marilyn Monroe ou Richard Nixon. Mais ce pilier de l'agence Magnum était surtout connu pour ses mythiques clichés de scènes de rue. Il était l'un des seuls grands photographes à faire rire avec ces images. Ce sont d'ailleurs les bizarreries de la vie quotidienne qui lui ont sans doute fourni ses meilleurs clichés, et notamment les photos de chiens promenés par leur maître. Il avait même trouvé une astuce pour attirer leur attention, un petit klaxon. Il s'en expliquait dans ce document d'archives. Le klaxon, c'est pour faire les gens rigoler un peu et pour faire attention. Pour les chiens, quand on fait le klaxon, il met les oreilles en haut. C'est pour faire un petit dialogue. Pour faire une bonne photo, il faut avoir de l'intuition, un peu de chance et un peu de ruse, disait Elliot Erwitt. Lui qui ne se promenait jamais sans son appareil photo aimait à se définir comme un photographe amateur au sens littéral du terme, c'est-à-dire animé par la seule passion de la photo. Et puis enfin, parlons de tennis avant de refermer ce journal. Après une année sans compétition, il est temps de revenir, c'est ce qu'affirme Rafael Nadal. L'ancien numéro 1 mondial va retrouver les cours de tennis le mois prochain, en janvier, pour le tournoi
de Brisbane. Ainsi se referme ce journal où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.